Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le studio des experts où pendant 57 minutes exactement, on va passer en revue les événements de la semaine. Alors, on va évidemment parler du couvre-feu prolongé, on va parler des droits des femmes, des droits des automobilistes, mais aussi des droits des sportifs et des sportives. Pour respecter strictement les règles sanitaires, nous avons 2 experts de qualité pour analyser l'actu et ils questionneront 2 responsables politiques sportifs. Nicolas de Decker, journaliste au vif et grand sportif, en tout cas supporter des Dogs de l'Olympique de Charleroi. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, très bonne description. Oui, Sylvie Losberg, auteure et présidente du Conseil des femmes. Je ne sais pas si elle est supportrice d'un club. L'Union peut-être, non? Ah, peut-être l'Union Saint-Gilloise, voilà. Pourquoi pas. Qui gagnera peut-être ce soir son droit et son ticket à passer en première division. En tout cas, l'émission est placée sous le signe du sport. Premier sujet, évidemment, du sport. Enfin, presque 2 judokas de haut niveau, la bruxelloise Lola Mansour et la liégeoise Charline Van Snick, lancent Balance ton sport, l'occasion de dire tout haut ce qui se chuchote dans les vestiaires. Reportage. Les leggings, ça a dû être inventé par un violeur, un sportif à ses coéquipiers. Ce genre de remarques, elles n'en veulent plus. Le sexisme dans le sport, ras-le-bol pour Lola Mansour, qui a compilé des dizaines de témoignages dégradants. Des remarques judo féminin, masculin, c'est pas le même sport. Voilà, venez les femelles. Ce sont des choses et ils en rient. Et donc c'est une ambiance en fait au quotidien. Du sexisme de base aux violences sexuelles, les sportifs dénoncent l'insupportable. Une marque m'a refusé un sponsoring car je ne voulais pas faire de photos sexy avec leurs équipements. Souvent, une fédération va couvrir, va plutôt peut-être protéger l'entraîneur ou le sportif, surtout si ce sont des sportifs qui ramènent beaucoup de médailles. En fait, c'est toujours la médaille qui est au centre. Un phénomène connu des instances sportives qui préconise l'installation de personnes de confiance dans les fédérations, qui demandent des extraits de casiers judiciaires, qui invitent à se référer à des personnes relais en cas de problème. L'idée n'est pas de dénoncer, l'idée est de créer un climat de confiance au sein des structures sportives qui permettent finalement, essentiellement, on pense essentiellement aux enfants jusqu'à 22 ans, de se sentir libre de parler des difficultés qu'ils rencontrent. Mais il n'est jamais question de sanctions ou d'organismes centralisés comme en Flandre, qui a un numéro de téléphone d'urgence pour les violences en milieu sportif. Lola et Charline Van Snick veulent des actions, mais c'est lent. Alors, Nicolas de Decker, est-ce que le sport est rempli de sexistes, de harceleurs? Je ne sais pas s'il en est rempli. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de cas dans d'autres pays que la Belgique, dont on a beaucoup parlé, d'autres zones du monde et de l'Europe que la Belgique francophone. Et c'est de manière générale une forme de particularité de chez nous qui fait qu'on n'a pas eu de grands scandales à la MeToo. On n'a pas vu de grandes vedettes impliquées dans des scandales et dans des problèmes de harcèlement, de sexisme, de l'ordre de MeToo, de l'ordre de l'affaire Polanski, de l'ordre de ce qu'on a connu notamment dans le milieu du patinage artistique dans d'autres pays. Et moi, évidemment, je trouve cette initiative absolument nécessaire, salutaire et révélatrice. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que l'homme belge francophone actif dans le sport est-il vraiment plus pur, plus féministe que l'homme français, l'homme hollandais, l'homme flamand, parce qu'il y a aussi pas mal de scandales en Flandre, l'homme américain. Je ne pense pas qu'il soit d'une nature intrinsèquement différente. Et donc, je ne veux pas accuser des gens comme ça dans le vague, mais il me semble quand même, d'un point de vue purement statistique, très improbable qu'il n'y ait pas dans le sport francophone, mais aussi dans d'autres secteurs, et c'est un petit peu la thématique du Vif l'Express de cette semaine. Vous travaillez au Vif l'Express? Oui, c'est mon journal, bien, les amis. Qui aborde justement ce sujet-là. Pourquoi, en Belgique francophone, on n'a pas eu de MeToo et comment, malgré tout, la parole se libère. Et ça, c'est très bien, on l'a vu. Mais aussi, un peu, et on le voit aussi un peu dans le sujet, les oreilles se débouchent. Parce que même s'il n'y a pas, ou pas encore, si je puis dire, de grands cas qui mobilisent toute la population, il y a quand même, petit à petit, insuffisamment, mais quand même, des structures qui se développent pour permettre aux femmes qui ont été maltraitées
à un moment ou l'autre de leur carrière, quel que soit le secteur, de s'exprimer et d'être défendus. Je suppose que ça fait plaisir à la présidente du Conseil des femmes, Sylvie Losberg, que la parole se libère aussi dans le monde du sport. Oui, alors c'est un peu des formules, hein. La parole se libère, et c'est vrai qu'on pourrait dire les oreilles se débouchent, mais je vais rebondir sur deux aspects. Le premier sur cette apparente immunité dont on disposerait en francophonie, que l'on voit dans d'autres secteurs. Hein. Dans le monde de la politique, vous trouvez très peu de femmes qui viennent dire à quel point elles ont été discriminées en tant que femmes dans le monde politique, et ça vaut pour beaucoup d'autres domaines. Mais cela dit, par rapport au sport, ce n'est pas la question de savoir s'il y a des rôles ou des personnages tellement emblématiques avec qui on va finalement prendre conscience du phénomène. Le problème est beaucoup plus profond. C'est que même quand il y a des personnalités qui disent des choses, ou des grandes championnes qui ont dit depuis 10, 15, 20 ans déjà, hein, ce qu'elles ont subi, majoritairement de la part d'ailleurs des entraîneurs, des instructeurs, dans cette relation très particulière au corps, parce qu'il ne faut pas oublier que, au fond, dans le sport, c'est un peu la loupe sur une relation d'autorité, de totale confiance, d'exigence physique, qui amène ces jeunes filles, ces très jeunes garçons aussi, à finalement être les victimes d'abuseurs. Ce sont des abuseurs psychologiques et des abuseurs aussi sexuels. Et ce que l'on voit dans cette petite vidéo, je trouve est très éclairant parce que ça prend beaucoup de formes différentes. Mais en fait, c'est de l'emprise. Et ce qu'il faut surtout, c'est que les fédérations défendent les sportifs. Et c'est ça le grand drame. Moi, je ne suis pas... je ne vais pas me formaliser qu'on n'a pas de cas emblématiques. Mais que les fédérations qui savent depuis des années qui sont les agresseurs n'ont pas bougé, ça je trouve que maintenant il faut vraiment ouvrir ce dossier-là et il faut aller voir ce qui se passe. Eh bien on va voir ce qu'en pensent nos invités politiques. On va accueillir deux invités politiques, deux sportifs qui ont choisi la politique. Une jeune députée qui fut championne cadette du 300 mètres et un ex-député aujourd'hui premier échevin qui fut champion du monde de boxe dans sa catégorie. L'une vient de Berkem-Saint-Agathe et du CDH, l'autre d'Ixelles et du PS. On accueille Béa Diallo, premier échevin PS à la commune d'Ixelles, qui raconte sa vie de sportif dans une autobiographie qui vient de paraître à la boîte à Pandore. Ça s'appelle « Du ring de boxe à l'engagement citoyen ». On va en parler dans un instant. Et nous accueillons aussi, mais pas en studio, mais à distance, Gladys Casadi, députée bruxelloise CDH. Son médecin lui a demandé de rester au calme jusqu'au terme de sa grossesse. Elle est avec nous, mais à distance. Bonjour Gladys, merci de participer à l'émission dans ces conditions un peu particulières. Et on va peut-être commencer par vous, Gladys. Est-ce que se balance ton sport, est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous vous êtes senti concerné par cette problématique que vous suivez peut-être de près? Oui, je me suis sentie concernée et ça m'a touchée. J'ai trouvé que c'était un fort signal qui avait été lancé là, non seulement par rapport aux personnes qui sont lancées dans des carrières sportives, mais aussi pour les personnes qui font du sport en général. Aujourd'hui, moi qui suis encore une bonne joggeuse, il n'y a pas un seul jour, et je pense qu'il n'y a pas une seule femme qui peut dire qu'elle n'a pas pensé au moment de faire son jogging, alors qu'elle n'a pas réfléchi à se dire « Ah, est-ce qu'il ne fait pas trop noir? Ah, est-ce que ce parc est suffisamment fréquenté à ce moment-là ?» Et donc, il y a une vraie responsabilité à travailler là-dessus également. Et puis, à côté de cela, il y a aussi, je trouve qu'il faut y travailler dès l'enfance. Ce sexisme dans le sport, on le retrouve aussi à l'école. Quand aujourd'hui, on entend, moi qui suis pourtant jeune, que le foot, c'est plutôt pour les garçons et que la danse, c'est plutôt pour les filles, mais qu'à côté, dans les écoles, dans les cours de récréation, on retrouve des terrains de foot et que les filles y ont moins accès et donc peuvent moins pratiquer ce sport, je trouve qu'il y a un souci également à ce niveau-là. Et aussi, avec son balancement sport, je trouve qu'on touche à une problématique encore plus large, pas seulement dans la carrière sportive, mais dans la possibilité de faire du sport pour chacun et chacune en général. Mais est-ce que vous avez été témoin, vous, Gladys Casadi, dans votre carrière de jeune sportive, hein, parce que vous avez arrêté quand même assez tôt, mais est-ce que vous avez été témoin comme ça de harcèlement ou d'agression dans le cadre du sport ?
Alors, à titre personnel, non. Je n'ai pas été témoin moi-même de sexisme quand je faisais de l'athlétisme, donc dans mon club à l'Excelsior, qui était un club très bienveillant, qui mettait les mesures nécessaires. En tout cas, il n'y a jamais eu d'écart et j'ai jamais entendu d'écart à ce niveau-là. Mais j'ai beaucoup de retours. Je suis en contact avec beaucoup de personnes qui font du sport dans d'autres domaines, qui sont face à du sexisme, notamment dans les sports dits masculins, où c'est plus difficile de vraiment trouver sa place et d'être à l'aise dans le sport qu'on pratique. Alors là, ici, en studio, on a quelqu'un qui a fait un sport vraiment très masculin, même si maintenant on parle beaucoup à Bruxelles de boxe féminine, mais est-ce que vous avez assisté, Béat Diallo, dans votre carrière de boxeur, à ce sexisme latent? Alors, je dirais pas que dans le sport. Donc c'est une thématique qui me touche énormément, évidemment, dans laquelle j'ai quand même essayé de me battre énormément, puisque ce qui m'a engagé en politique, c'est la problématique des femmes battues, principalement. Et ici, évidemment, on parle de sexisme dans le sport. C'est évidemment quelque chose d'inacceptable, d'inadmissible. Alors aujourd'hui, la dynamique qui est partie dans plein d'autres pays, en France notamment, on l'a dit tout à l'heure, avec le patinage artistique, entre autres. Et aujourd'hui, en Belgique, évidemment, il y a des paroles qui se libèrent. Mais je ne dirais même pas qu'ils se libèrent, madame l'a dit tout à l'heure. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, effectivement, c'est que il y a des choses qui se passent. Et je pense que ce qui se passe dans le sport se passe dans des entreprises, se passe dans d'autres endroits. Et le débat aujourd'hui est important de mettre le focus là-dessus et de travailler sur une approche et une éducation. Oui, évidemment, on a été confronté à ça. Moi, je suis notamment dans le conseil d'administration de la fédération de boxe. Je suis directeur technique aussi de l'équipe de boxe, donc francophone. Et donc, évidemment, que ce sont des choses parfois auxquelles on a été confronté. Il y a déjà des plaintes qui sont remontées à votre niveau? Il y a déjà eu des plaintes en interne, donc qui ont été évidemment... Et comment on les traite, ces plaintes? Mais, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous essayons de travailler justement sur la formation des entraîneurs, sur la sensibilisation et l'éducation des enfants pour leur dire que justement, ce sont des choses qui doivent se dire. Ils ne peuvent pas garder ça pour eux. Il faut parler, il faut des personnes de confiance. Il faut des référents aussi qu'on doit identifier pour pouvoir justement se dire comment est-ce que je fais remonter l'information. Donc tout ce travail-là, effectivement, doit se faire. Est-ce qu'il y a des sanctions? Parce que c'est important. Si on parle, il faut qu'il y ait une suite derrière. Évidemment que nous avons évidemment des sanctions qui peuvent se mettre en place, mais au-delà de la fédération en elle-même, il y a évidemment une procédure judiciaire aussi qui existe, vers laquelle on peut accompagner évidemment la victime aussi. Alors, on va reparler tout à l'heure des droits des femmes à l'occasion d'un autre reportage, mais je voudrais revenir sur votre livre. Donc, c'est Du ring de boxe à l'engagement citoyen. Donc, ça raconte votre vie, une enfance et une adolescence quand même turbulente, même si vous êtes né dans une famille d'un diplomate guinéen. Mais finalement, c'est la boxe qui vous sauve, c'est le sport qui vous sauve, pour ne pas devenir un mauvais garçon. Hein, comment ça s'est passé, cette découverte de la boxe? La boxe, en fait, m'a permis de canaliser cette énergie négative que j'avais, parce que, vous savez, tout part du regard des autres. Quand tu arrives dans un pays où, de temps en temps, tu as croisé un ou deux blancs, et puis quand tu arrives, de temps en temps, tu croises un ou deux noirs dans une ville qui est Paris, et que tu es confronté effectivement au regard qui est différent, à la manière dont on te traite, à la manière dont parfois tu peux te faire agresser. Ben, quand tu es gamin, tu as beaucoup de difficultés à t'exprimer. Et donc moi, j'étais un gamin hyper violent, parce que face à l'injustice, je ne pouvais pas supporter. Et le seul mode d'expression que j'avais, c'était mes poings. Et donc voilà, cette violence, c'était pas du tout positif. Et je crois que la boxe m'a permis de la canaliser, d'en faire une vraie force, et de me rendre compte en fait que la vie, pour y arriver, il faut se battre. Et sur le ring, c'est un combat, mais la vie, c'est tous les jours. Quand on se lève, il faut combattre. Alors, vous avez fait plusieurs métiers, organisateur, vigile, même transporteur, parfois. Alors, des métiers parfois en Belgique, parfois en Guinée, un peu de tout. Et dans le livre, il y a même un mot gentil sur Yvan Mayer. Ah, ça m'a surpris, parce que vous avez voulu un peu rendre hommage à Yvan Mayer. Vous trouvez qu'on était un peu injuste avec lui? Non, je ne dis pas qu'on a été un peu injuste avec lui. Je dis simplement que, et je pense qu'on peut le reconnaître quand même, que le projet et l'initiative était une magnifique initiative. Et j'ai dit simplement que Yvan Mayer était quelqu'un d'hyper clivant. Et donc, le fait que c'était un personnage tellement clivant et tellement parfois même détesté par certains, on l'aime, on ne l'aime pas, et bien que l'acharnement qui s'est mis dessus pour le détruire, parce qu'il a été détruit, il faut le dire clairement, sur une erreur que je trouve vraiment... je dirais novice par rapport à un homme politique qui avait autant d'expérience, autant de compétences. Et je dis aussi que
Aujourd'hui, la politique, comme on la faisait avant, on ne peut plus la faire de cette manière-là. Aujourd'hui, le citoyen, il a besoin d'être consulté, il a besoin de participer. Donc il faisait de l'ancienne politique, lui. J'ai le sentiment que la politique avant, c'est qu'on imposait les choses. Et on venait, on avait une vision, et cette vision, on la dépose et on dit ça fonctionne comme ça, sans consulter les gens. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Alors je demandais à Gladys Casadi si elle, le sport, l'a aidé finalement à faire de la politique. Et c'est quelque chose qui vous a construit. Oui, ça m'a construit. J'en ai fait toute mon enfance et ça m'a permis de renforcer des valeurs importantes et qui me servent encore aujourd'hui en tant qu'élu politique, comme la question de la persévérance. En politique, il faut en avoir si on veut pouvoir tenir. Il y a le fait de pouvoir se fixer des objectifs, des challenges. Et on en a, Dieu sait qu'on en a, en plus au vu de la crise que nous sommes en train de traverser. La capacité à pouvoir relever des défis également. La discipline dans le travail, parce qu'être parlementaire, c'est pas évident non plus. Donc oui, c'est des valeurs qui ont été renforcées aussi à travers le sport et que je retrouve ici dans mon mandat politique. Et puis en plus, vous avez une habitude de parcourir le terrain pour sauter les haies. Donc vous connaissez les obstacles aussi, vous savez ce que c'est. En politique, ça peut arriver aussi. Alors, Béa Diallo, vous, dans votre cas, vous avez été député, vous êtes premier échevin maintenant. On a toujours dit que vous aviez des ambitions en Guinée aussi pour devenir président de la République. Et la boxe, ça fait pas si longtemps que vous avez arrêté, finalement. Vous allez avoir 50 ans en juillet. Donc là, tout est possible pour vous encore. Pour être président. Oui, non? Mais en fait, vous savez, mon parcours, vous le lisez un peu dans le livre, mon amour pour mon pays d'origine, il a toujours été quelque chose qui était ancré en moi depuis que je suis gamin. Et mon objectif n'a jamais été d'être président de la République. Mon objectif est de contribuer justement à ce développement. Aujourd'hui, moi, je suis effrayé quand je vois des gamins qui prennent la mer, prêts à mourir. En Méditerranée, pour traverser et se dire que l'Eldorado, c'est ici, alors que partout dans le monde, on dit que l'Eldorado, c'est en Afrique, et que c'est en Afrique, effectivement, que c'est le futur, et que finalement, tous ces gamins qui sont là-bas n'ont qu'un seul rêve, c'est de se dire on quitte le continent pour venir ici en Europe. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les débouchés ne sont pas extraordinaires. Et donc, mon rêve, c'est effectivement accompagner cette jeunesse dans son développement et dans l'ancrage, notamment au niveau du continent et du pays. Nicolas De Decker, la personnalité de Béa Diallo, elle est un petit peu atypique dans le monde politique belge et bruxellois. C'est incontestable. Cela dit, je me demande quand même s'il ne risque pas d'avoir des problèmes avec la fédération du Parti socialiste bruxellois. Parce que je ne sais pas si ce cumul-là est permis. Regarde, il faudra demander à Ahmed Laouedj. D'être président de Guinée en même temps. Être à la fois échevin d'une commune bruxelloise et président d'un pays. Oui. Est-ce qu'on... Je ne sais pas si c'est quelque chose... Et puis la constitution guinéenne aussi, que je ne connais moins. Je ne sais pas si c'est quelque chose de cumulable, mais en tout cas, je sais qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui cumulent en Belgique des compétences avec parfois d'autres compétences, mais bon, c'est moins lié. C'est une boutade, mais c'est vraiment pas mon rêve. Mon rêve n'est pas d'être président, mon rêve est d'accompagner le continent d'une manière plus générale, avec un seul rêve. Je pense que quand je vois... Aujourd'hui, je vous donne un simple exemple. Pour quitter le continent, il faut payer entre 10 et 15 000 $ pour quitter le continent. 10 et 15 000 $, ça représente entre 6 mois et 1 an de salaire d'un fonctionnaire. Avec ça, je peux accompagner des jeunes. Je l'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai été chercher des jeunes en Libye qui étaient esclaves, que j'ai ramenés dans mon pays d'origine, que j'ai accompagnés, dont j'ai fait des entrepreneurs. Avec 2500 €, ces jeunes, aujourd'hui, ont créé leur propre entreprise. Aujourd'hui, ils ont une cinquantaine de personnes qui travaillent avec eux. C'est dire qu'avec très peu de moyens, et l'outil, c'est le savoir-faire et leur donner la perspective. Quand on construit des routes aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas les Africains qui les construisent. Il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Quand on met en place toute une politique dans le continent aujourd'hui, notamment dans mon pays d'origine, il y a des tonnes de tomates qui pourrissent. Des tonnes et des tonnes de fruits qui... Comment est-ce qu'ils peuvent ne pas avoir envie de plutôt devenir échevin XL? Oui, comment est-ce qu'on... Vous les prenez en main d'une certaine manière, vous les guidez. Comment n'ont-ils pas envie de devenir comme le guide plutôt que de faire ce que le guide leur conseille de faire? Ce que le guide leur dit, c'est que c'est pas que je suis devenu échevin. Mon choix n'a pas été de devenir échevin. Mon life motive a été de me dire aujourd'hui, moi j'ai compris que la vie, en fait, c'était un combat. Et le combat, enfin, je prends une image, quand je veux dire positif, ne prenons pas ça.
C'est quand on est jeune, en fait, on entreprend. Quand on est, on entreprend. Tout le temps, on est tous des entrepreneurs. Et comment est-ce qu'on apprend justement aux gens, à un moment donné, à utiliser leur potentiel et leur savoir-faire à partir de chez eux? Pourquoi est-ce qu'il faut aller ailleurs? À partir du moment où tu as tout ce qu'il faut chez toi et que tu peux simplement te permettre d'avoir cette possibilité de l'épanouir. L'Africain qui vient ici, quel est son rêve? C'est juste aider sa famille quand il vient ici. Et donc, les moyens qu'ils empruntent, ils doivent les rembourser pendant des années et des années. C'est pratiquement impossible de le faire. Donc, la dynamique dans laquelle ils doivent être aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, avec très peu de moyens qu'ils utilisent pour emprunter, ils peuvent eux-mêmes entreprendre dans le pays d'origine et faire vivre leur famille d'une manière constructive. Gladys Kazadi, quand vous entendez le plaidoyer de Béa Diallo comme ça, vous vous sentez concerné ou pas du tout? Oui, fatalement, je me sens concernée. Moi-même étant d'origine congolaise, je suis née en Belgique par contre, et je comprends totalement le combat qui est en train de mener Béa Diallo pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour faire en sorte que son pays d'origine puisse évoluer. Je trouve effectivement que, comme il l'indique, donner les clés aux personnes pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir grandir, c'est très important. Et donc je le rejoins dans cette dynamique-là complètement. Oui. Je vous propose de revenir aux droits des femmes dont on parlait tout à l'heure, parce qu'elles ont eu leur journée lundi. Enfin, ils ont eu les droits, leur journée lundi. Une journée au cours de laquelle toutes les institutions et les organisations ont fait connaître leurs efforts pour améliorer les droits des femmes. La discrimination à l'embauche reste un problème lancinant. Actiris a lancé Actiris Inclusive pour surveiller justement le respect des règles. Reportage Justine Chabal et Yannick Van Gansbeek. En février 2020, Julia apprend que son employeur met fin à son contrat. La société pour laquelle elle travaille lui explique que c'est à cause de l'État qu'il n'est pas renouvelé. Je me renseigne, on me dit que mon contrat reste valable, que c'est les nouveaux contrats qui prennent fin et non le mien. Quelques mois plus tard, Julia va récupérer son C4 et demande des explications à son ex-employeur. Elle comprend à ce moment-là qu'elle a été victime de discrimination. Le jour de la remise du C4, je suis montée à son bureau pour avoir une explication et il m'a clairement fait comprendre que c'était à cause de la maternité, que pour lui, il était très difficile de trouver quelqu'un qui me remplace pendant mon congé de maternité, c'est-à-dire 3 mois, et qu'il préférait mettre fin à ce contrat-là. Pour Actiris, ce cas n'est pas exceptionnel. La discrimination envers les femmes est bel et bien présente encore aujourd'hui et la crise sanitaire n'a rien arrangé. La situation actuelle a exacerbé les difficultés pour les femmes parce que souvent elles ont des contrats qui sont précaires. C'est elles qui ont le plus souvent des temps partiels, des contrats à durée déterminée. Donc c'est plus compliqué pour elles parce que c'est à ce niveau-là que la crise va avoir le plus de conséquences. Actiris rappelle qu'en 2020, 16% des Bruxelloises sont au chômage contre 15% des Bruxellois. Alors donc ça, voilà l'affaire de discrimination à l'embauche. Peut-être Sylvie Losberg, on parle toujours évidemment, comme réel problème, c'est l'égalité des hommes et des femmes au boulot, le niveau des salaires. Et on a l'impression que beaucoup de problématiques remontent à l'occasion de la journée des droits des femmes. Parce que tout est dans tout. L'autonomie financière, vous l'avez dit, écart salarial de 15% en Belgique. Une femme sur 4 discriminée en raison de sa grossesse ou de sa maternité au travail en Belgique. Donc c'est quand même énorme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire perte d'autonomie financière, impossibilité de quitter un conjoint ou d'élever des enfants en tant que chef de famille monoparentale quand il n'y a pas suffisamment de moyens. Ça veut dire quand on n'a pas suffisamment de moyens, on ne fait pas de sport parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. On ne se déploie pas dans d'autres formations. La question de la formation, par exemple. Les femmes travaillent à temps partiel, ça vient d'être dit. Beaucoup d'employeurs n'offrent des formations qu'aux travailleurs à temps plein. Hop, les femmes sont de nouveau sur le côté. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, au fond, un iceberg des discriminations sexistes dont on voit souvent un élément et on ne voit pas que c'est une chaîne qui amène une forme de cumul des discriminations qui pousse les femmes dans la pauvreté. Nous avons fait une campagne La pauvreté aussi sexiste et je peux vous dire que même moi qui connais le sujet, j'en ai encore appris et c'est effrayant en fait, c'est effrayant. Alors Gladys Kazadi, est-ce qu'au niveau du Parlement bruxellois, du Parlement régional, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour améliorer le sort des femmes dont on parlait ?
Oui, des actions doivent être mises en place. Ici, la parole à ce niveau-là, concernant la discrimination, commence à, j'aime pas trop le terme non plus, à se libérer par le biais des réseaux sociaux, etc. Mais ce qu'il faut, c'est des actions concrètes. Et nous, au CDH, par exemple, on avance dessus avec des propositions sur les textes revenge porn, sur les signalements en pharmacie, sur la loi inceste, qui sont tous les trois portés par le CDH, aussi bien au niveau de la Chambre, du Parlement bruxellois que du Parlement wallon. Il faut qu'on puisse avancer. Alors effectivement, les choses commencent un petit peu à bouger, mais on n'a clairement pas atteint l'objectif qui est fixé. Et ici, moi, quand j'entends le témoignage de cette femme, je trouve ça scandaleux. Aujourd'hui, encore en 2021, que l'on soit discriminé parce qu'on décide de donner la vie. Je trouve que c'est aux sociétés, en fait, que c'est à la société, que c'est aux entreprises de s'adapter, d'aménager leur manière de travailler pour permettre aux femmes de pouvoir jongler entre une vie professionnelle et familiale. C'est super important. On est un pays où c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a des choses qui doivent se décider au niveau fédéral. Et tous les exemples qu'on a cités étaient plutôt au niveau fédéral. Il y a peut-être des choses au niveau régional, peut-être des choses au niveau communal même. Ouais. Béa Diallo. Oui, tout à fait. Moi, je suis premier adjoint et je suis adjoint notamment du personnel. Et c'est vrai que la situation notamment de certaines femmes dans notre commune qui sont souvent des mamans seules avec des enfants, qui sont aussi des mamans avec des salaires qui ne sont pas extraordinaires parce que le niveau d'études, évidemment, n'est pas très élevé. Des techniciennes de surface qu'on peut prendre, par exemple, en exemple. Et donc, nous avons voulu, en tout cas, moi, j'ai voulu, sous cette législature, on était d'ailleurs parmi 4, 5, 6 communes qui n'avaient pas mis en place les chèques repas. Et donc, je trouvais que c'était un dispositif qui était hyper important à mettre en place. Alors, c'est quelque chose de tout simple, effectivement. C'est quelque chose de très simple, mais voilà, évidemment, c'est quelque chose qui a un apport qui est quand même assez important. Mais au-delà de ça, je voulais venir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que vous devez savoir aujourd'hui que les familles monoparentales, notamment quand on prend les gens d'origine étrangère, aujourd'hui, elle a explosé. Elle n'était pas forte avant, parce que les familles étaient très soudées, il y avait le père qui était là. Et aujourd'hui, on a des familles monoparentales d'origine étrangère qui retrouvent beaucoup de mamans qui sont seules, qui sont en train d'élever leurs enfants, qui doivent travailler, et qui se retrouvent parfois sans boulot, avec justement cette crise qui est colossale. Et je savais que vous avez remarqué que dans beaucoup de quartiers aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions, notamment à XL, moi je l'ai constaté. Et dans ces communes-là, aussi, on a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui cette voie parallèle que parfois certaines personnes utilisent pour justement aller chercher un peu plus de moyens, notamment les trafics de drogue dans certains quartiers, etc., qui est devenu quelque chose de colossal. Et donc, ce que je disais aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on mette des outils en place pour permettre à ces mamans non seulement d'avoir, des moyens un peu plus importants par rapport à leur salaire, par rapport à la perte de leur emploi, il faut mettre des outils aussi pour les accompagner justement dans la réinsertion. Mais à côté de ça, il faut permettre à ces gamins de pouvoir trouver une voie qui est une possibilité d'avoir notamment des jobs d'étudiants, qui va les sortir justement de cet engrenage dans lequel parfois ils rentrent avec l'argent facile très souvent. Est-ce que la Belgique et Bruxelles sont des bons élèves, Nicolas de Decker, en la matière? Je préfère le demander à Sylvie, qui est infiniment mieux que moi. On va demander à Sylvie. En matière de quoi? En matière de quoi? En matière de lutte contre les discriminations et le cas intéressant dont parlait Béa Diallo. On a une bonne feuille de route, c'est vrai, mais bon, alors sur la question des violences, on n'a pas d'évaluation du plan national de la violence, on ne met pas les moyens suffisants. Et je vais prendre un exemple beaucoup plus simple. L'accueil de la petite enfance, les crèches. Les femmes sont inégales en Belgique. Vous habitez là, il n'y a pas de crèche. Vous habitez là, il y en a une. Vous avez une crèche privée, vous avez une crèche publique. Il faut absolument avoir un tissu qui permet aux femmes d'avoir les mêmes chances que les hommes d'accéder à un travail bien rémunéré. Et ça, ce n'est pas le cas. Je crois que Gladys Kazadi voulait intervenir là-dessus. Oui, et je rejoins totalement Madame ici parce que on a parlé de la précarité des femmes, mais il n'y a pas que la question de la précarité des femmes, c'est qu'ici, j'ai des chiffres qui disent que 58% des Bruxellois entre 30 et 34 ans sont des femmes qui ont fait des études supérieures. Et pourtant,
on peine encore à se faire représenter correctement dans les sphères politiques, dans les postes dirigeants, dans les organes de décision. Et voilà, ça montre qu'il y a un vrai problème et qu'il faut des actions concrètes. Et ici, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les choses commencent un petit peu à bouger, mais qu'on est toujours encore dans une phase de conscientisation et qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure pour vraiment avancer dans du concret. Aujourd'hui, encore une fois, je le redis, moi, je trouve ça consternant que tout le poids de la charge familiale soit déposé sur les femmes. Je vous propose à présent une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous, Béa Diallo et Gladys Cassady, de choisir celui ou celle qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par vous, Béa Diallo. Alors, nous avons Meghan et Harry, le couple qui se plaint de sa famille et de sa belle famille. Patrick Dupont, le danseur, décédé à l'âge de 61 ans. Ou alors Carles Puigdemont, dont l'immunité a été levée par le Parlement européen, ou encore Roger Federer, retour perdant sur les courtes après des mois et des mois de blessures. Alors qui choisissez-vous? Que voulez-vous commenter? Le couple Meghan-Harry, Patrick, Carles ou Roger? En fait, j'hésite entre le couple princier et, il faut choisir. Et Federer, mais je pense que je vais prendre Federer. Alors, Roger Federer, oui. Ouais. Roger Federer, c'est vraiment un bel exemple parce que c'est un mec, c'est un homme, c'est un sportif qui a une telle classe en fait et qui, malgré cette force qu'il a et ce don qu'il a en fait, est un vrai bosseur, est un vrai travailleur. Parce que quand tu as 40 ans, tu es encore à ce niveau de tennis et que tu es encore ambitieux pour pouvoir encore revenir et gagner des compétitions, c'est un travail. Ce que j'expliquais en fait, justement, la différence entre la détermination et l'abnégation. Et donc tu as ces deux mots-là qui pour moi sont des mots qui doivent être complémentaires. Tu as des sportifs qui ont beaucoup de détermination, mais malheureusement l'abnégation parfois manque. Justement, le juxtaboutisme, etc. Et ça, c'est vraiment une force de caractère extraordinaire. Et toujours dans la classe et dans justement, vous avez rencontré une de vos idoles quand vous avez gagné un prix aux États-Unis de jeune talent de la boxe. Ouais. Expliquez-nous un peu qui c'était. Sugar Ray Leonard. Effectivement, je pense que c'est un des plus grands poids moyens du monde, avec Sugar Ray Robinson notamment. Et c'est vrai que c'était un rêve pour moi, parce que je commence la boxe en 1987-88 et je vois, parce que j'ai vu un combat extraordinaire entre Sugar Ray Leonard et Marvin Hagler, et quand j'ai vu ce combat, je me suis dit mais c'est incroyable, si c'est ça la boxe, j'ai vraiment envie de la faire d'une manière réelle. Et je rencontre ce monsieur effectivement qui me remet le prix du meilleur espoir de la boxe mondiale à San Diego aux États-Unis en 99. Voilà, c'est extraordinaire. Alors vous, Gladys Cassady, nous vous proposons 4 autres personnes. Tout d'abord Annie Cordy, qui aura son tunnel à l'automne. Eric Nindou, qui est passé de Télé-Bruxelles au porte-parole de Tshisekedi, ou encore Thomas Nikiforov, qui a remporté le tournoi de judo de Tashkent, ou encore Sœur Annu Tang, une manifestante en Birmanie qui a fait face aux policiers. Alors, qui choisissez-vous? Annie, Eric, Thomas ou Sœur Anne? Je vais prendre le tunnel Annie Cordy. Oui. Parce que je trouve que c'est tout de même une bonne avancée ici dans la visibilisation des femmes dans l'espace public. Alors je sais que beaucoup de personnes trouvaient que c'était une action inutile, mais moi je trouve que dans la symbolique, elle est très forte, elle permet une forte conscientisation. Après, l'autre enjeu, à côté de cela, c'est très bien de nommer un tunnel, de renommer un tunnel, surtout quand on sait un peu les polémiques qu'il y a eu avec l'appellation ancienne du tunnel. Mais le réel enjeu ici, à côté, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on ait moins d'embouteillages à Bruxelles, parce que c'est un réel problème. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé, et pourquoi? Tout d'abord, il y a 10 ans, c'était Fukushima. La deuxième, c'est le voyage du pape en Irak. La troisième, c'est cet assassinat d'un gay à Beveren. On a beaucoup parlé cette semaine. Et aussi, on a beaucoup parlé de la giga-opération anti-drogue, à Anvers notamment. Et enfin, la Norvège qui boycotte le mondial de football au Qatar. Eh bien, on va demander à Gladys Cassady de choisir d'abord, elle, une info sur laquelle elle veut réagir, parmi celles-là. Je vais réagir sur l'assassinat d'un gay à Beveren. C'est quelque chose qui m'énerve complètement. Surtout, moi, en tant que personne faisant partie de la nouvelle génération, je trouve qu'il y a un réel effort à faire par rapport à ça.
On continue encore une fois, je le dis, on est sur des phases de sensibilisation, des phases de conscientisation, mais dans les actes, les personnes ne sont pas punies correctement, ne sont pas sanctionnées correctement face aux écarts concernant les parties minorées. Et je trouve qu'il faut clairement pouvoir agir là-dessus. Et encore qu'en 2021, on ait encore ce genre de problématique, moi, ça me consterne et ça montre qu'on n'avance pas comme il faut ces défis. Sylvie Losbeck, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais soutenir ce que dit Gladys et soutenir aussi les jeunes CDH qui demandent à leur parti l'inscription de l'éducation sexuelle, relationnelle et affective à l'école de manière généraliste et structurelle. Et je pense que le parti n'entend pas cette demande. Et je voudrais demander à Gladys, finalement, est-ce que vous pensez qu'un jour, votre parti va enfin entendre cette nécessité absolue d'avoir ces animations, notamment pour faire baisser les stéréotypes et pour faire échec à ce type de violence? De dire que le parti... Moi, je suis une jeune CDH également, donc c'est aussi une revendication que je porte. Et le parti est en fait en train d'écouter. Il y a des discussions, des groupes de travail qui sont mis en place sur le sujet. Donc, si je peux vous rassurer, on avance sur le sujet et on va dire que les esprits se débloquent. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on a une nouvelle génération avec des esprits peut-être un peu plus ouverts pour les porter. C'est une très bonne nouvelle. Alors, on passe à vous, Béa Diallo. Une de ces 5 infos, sur quoi voulez-vous réagir? Sur quoi je veux réagir? Oui. Je voulais réagir sur Beveren, mais je pense que je vais réagir sur autre chose. Oui. Sur le boycott du mondial au Qatar. Oui. Voilà, par la Norvège. Je trouve que c'est un symbole, effectivement, qui est assez important, parce que quand on voit la manière dont tout ça a été construit, aujourd'hui, le travail qui a été mis en place, notamment dans ce pays, avec beaucoup de gens qui ont été traités d'une manière... j'ai le sentiment de revivre un peu l'époque de l'esclavage. J'ai beaucoup de témoignages, j'ai beaucoup de gens qui ont voyagé là-bas et qui ont effectivement été confrontés à ça. Et je trouve que symboliquement, voilà, c'est quelque chose de fort de la part de la Norvège. Alors maintenant, est-ce qu'on doit boycotter le sport d'une manière plus générale? Je dirais que non. En tout cas, le symbole du boycottage est important pour passer un message. Et pour faire comprendre aussi peut-être à l'État Mais est-ce que la Belgique et la Guinée doivent boycotter le mondial au Qatar? Est-ce que la Guinée et la Belgique doivent boycotter le Qatar? Je pense que c'est un symbole qui est fort, en tout cas pour passer un message, effectivement. Donc, pourquoi pas? C'est ça que vous dites. Voilà. Ouais. Le clin d'œil de Coucou Charles, comme chaque semaine, un graphiste trouve chaque fois une raison de rire, nous fait rire aussi. Il s'est intéressé au Facebook Live d'Alexander De Croo, qui a eu lieu cette semaine. Et donc, évidemment, il a choisi ses questions, Alexander De Croo. Il n'a pas répondu à n'importe quoi. Nicolas de Decker, c'est une opération de com. Évidemment. Donc là, c'est une très bonne question, dit Alexander De Croo, et après, il disparaît de son Facebook Live. Alors, on passe à notre sujet sur le couvre-feu. On a cru en début de semaine que Bruxelles allait s'aligner sur les autres régions en repoussant le début du couvre-feu de 22h à minuit. Eh bien, mercredi, on a repoussé cet assouplissement à la fin du mois. Reportage Yacine Mossati. Être chez soi de 22h à 6h du matin, c'est le quotidien des Bruxellois depuis le 26 octobre. Mais cette habitude pourrait prendre fin en avril et passer de minuit à 5h du matin. Un peu de patience donc. En Flandre, en Wallonie, c'est minuit, qu'à Bruxelles, c'est 22h, c'est n'importe quoi. C'est pas comme si tout le monde respecte le 22h, mais je préfère qu'ils mettent à minuit. Si on travaille chez un ami dans un cote étudiant et qu'on travaille tard et qu'on ne va pas leur passer et qu'après à 22h, on ne peut pas juste rentrer, donc on est obligé de dormir là. Le couvre-feu, c'est plus pour nous contenir que plutôt pour notre bien-être à nous. Pour le bien-être personnel, il faudra encore attendre au Conseil régional de sécurité de ce matin. On n'est pas rassuré par les chiffres, ce qui explique le maintien du couvre-feu à 22h. La situation sanitaire à Bruxelles n'est pas très bonne, donc le taux de contamination est très élevé. On a un taux de contamination de plus de 7%, plus de 360 cas par 100 000 habitants, donc de personnes contaminées. Et donc la situation, je dirais, urbaine de Bruxelles, qui n'est pas comparable aux deux autres régions, mérite qu'on prenne des mesures, aujourd'hui en tout cas différentes. Des mesures différentes à Bruxelles par rapport aux autres régions. Si cela embête certaines personnes, pour d'autres, il n'y a pas de différence entre un couvre-feu à 22h ou à minuit. C'est pour notre bien, on se protège contre la Covid, c'est bon, quoi. 22h, c'est déjà pas mal, je trouve, quand même. On a le temps de sortir, de rentrer chez soi, et l'allonger à minuit, je pense, ça pourrait que
aggraver la situation, je pense. Après 20h, qui est beaucoup dehors? 23h, peut-être il y a les fêtards, mais ils ont fermé les bars, donc qui est dehors après 20h? Avant de rallonger le couvre-feu, une évaluation de la situation épidémiologique sera faite à la fin du mois de mars. Et si les indicateurs sont positifs, pour les vacances de Pâques, les Bruxellois pourront se balader dans les rues de notre capitale jusqu'à minuit. Alors Gladys Casadi, est-ce que les bourgmestres et la région ont eu raison de repousser ce couvre-feu, enfin cet assouplissement du couvre-feu au 26 mars? Moi, ce que je voudrais déjà dire, c'est que je suis contente de savoir qu'il y a enfin eu de la concertation avec les autorités communales, parce que c'est ce qu'on demandait depuis le début avec le CDH, et ça faisait défaut. Nos bourgmestres nous indiquaient qu'ils n'étaient pas en contact avec le ministre-président Rudy Verwoerd. Et les autorités locales ont montré leur extrême importance dans la gestion de cette crise ces derniers mois, et je trouve qu'il était essentiel de pouvoir les impliquer davantage dans ce type de problématique. Après, au niveau du couvre-feu, je pense qu'il y a un réel problème au niveau de la clarté, de la cohérence au niveau des mesures. Et c'est vrai qu'avoir des mesures comme telles où à Bruxelles on reste à 22h, ça ne facilite pas la bonne compréhension et l'adhésion des citoyens à des mesures. Et enfin, à titre personnel, là, je pense également que cette polémique doit un peu être mise de côté, car les vrais enjeux, c'est pas de savoir si on doit mettre le couvre-feu à 22h ou à minuit, c'est de se poser la question de l'ORECA qui est fermée, de nos bulles qui restent limitées, de la vaccination qui n'avance pas comme il faudrait, de la santé mentale des jeunes sur laquelle il faudrait travailler, ou encore de l'aide adéquate à amener aux secteurs les plus touchés et les nouveaux chômeurs. Béa Diallo, est-ce que ce 22h, ce couvre-feu à 22h, est-ce que c'est une mesure appropriée? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous voyez ça au niveau de la commune, que ça a un effet bénéfique? Moi, je vois qu'au niveau de la commune, effectivement, surtout à Ixelles, oui, c'est une commune voilà, où on faisait beaucoup la fête. Aujourd'hui, je pense que c'est une mesure qui est effectivement appréciée. Mais en fait, la vraie question que je pose aujourd'hui, c'est pas est-ce que c'est 22h ou pas. La vraie question aujourd'hui, c'est quelle perspective on a. Aujourd'hui, on nous a donné des perspectives qui sont le 1er mai. Oui. Et ce que nous devons mettre en place aujourd'hui, c'est de nous dire, OK, essayons d'atteindre cet objectif-là en étant justement dans une dynamique où on va se protéger au maximum, parce que l'objectif, c'est qu'on va vacciner le maximum de personnes d'ici là. Et entre-temps, on va peut-être réouvrir les ORECA, peut-être les salles de sport. Peut-être justement les contacts sociaux vont se développer. Diallo, pourquoi c'est différent à Bruxelles qu'à Anvers et à Liège? Mais parce qu'on l'a dit clairement que le taux de contamination à Bruxelles est beaucoup plus important que dans les autres villes et les autres régions. Donc on essaie de contenir effectivement au maximum les choses et de garder une mesure en fait qui aujourd'hui n'a été prolongée que de quelques jours. Oui. C'est une question que vous posez, Jean-Jacques, et qui va dans la ligne de ce qu'on entend beaucoup et de ce qu'a dit Madame Casadi. Mais moi, allez, on se parle franchement, elle m'énerve un peu. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit tant que ça un casse-tête. Je m'explique. Moi, j'habite à Bruxelles. Mes parents habitent à Charleroi. Grand bien leur passe. Ils savent qu'ils habitent à Charleroi. Je sais que j'habite à Bruxelles. Je sais donc, en tant que Bruxellois, que chez moi, le couvre-feu se termine à 22h et que si je suis dehors dans la rue, il faut que je rentre chez moi. Mes parents savent que c'était 22h, c'est devenu minuit. Donc, s'ils sont dehors, l'heure a changé. C'est pas un casse-tête. En fait, mais pourquoi il n'y a pas de différence sur l'heure d'hiver et l'heure d'été aussi entre Charleroi et Bruxelles? Mais après tout, c'est pas un casse-tête. Eh bien, après tout, pourquoi pas? L'idée de traiter ça comme un casse-tête, en fait, c'est une forme de nombrilisme, Jean-Jacques, qui est le nôtre, des journalistes. C'est le nombrilisme du journaliste qui fait l'infotrafic et qui dirait... alors il y a un accident à Verviers, la route est bloquée. Il y a à Moucron un matelas qui est tombé sur l'autoroute, attention ça ralentit. À Asselt, il y a un feu rouge qui est en panne. Et évidemment, pour lui, c'est un casse-tête parce qu'il doit tout expliquer. Mais les personnes qui écoutent le radiotrafic, elles savent si elles sont à Asselt, à Verviers ou à Moucron. Mais quelqu'un qui passe de Huc, la route Saint-Genèse, pour alors, lui, évidemment, ça pose pas de problème. Il y a une petite partie des personnes pour qui ça pose peut-être quelques problèmes une fois dans leur journée, sur laquelle, depuis 6 mois, ils passent d'une région à l'autre. Mais globalement, on parle énormément de ça, comme si c'était la principale des questions sur la façon dont on a géré cette crise. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a d'autres qui me semblent infiniment plus importantes, alors qu'au fond, ça ne concerne que très peu de monde. Et en fait, ça ne concerne principalement que les commentateurs et les politiques qui se disputent en se disant mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le même partout? C'est pas un casse-tête. Et puis, moi, je rejoins vraiment ce que tu dis. Et ce qui est important, je l'ai dit tout de suite, c'est est-ce que nous devons
espérer pour le 1er mai. Et je pense que c'est ça vraiment. Et cet espoir-là, il faut qu'on mette tous les outils en place pour qu'on y arrive. Parce que l'ORECA aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel. Le contact social aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel pour tout le monde. On l'a dit, la maladie mentale. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, mentale, je suis un peu perturbé. Je suis peut-être malade. La santé mentale. La santé mentale aujourd'hui est quelque chose de très difficile. Moi, j'ai des enfants aussi. Je vois très bien que pour eux, aujourd'hui, 22 heures, c'est quelque chose de compliqué. Mais je pense que c'est un effort qu'il faut faire. Et j'espère vraiment que d'ici le 1er mai, ces perspectives-là, on va pouvoir les voir rapidement. Oui. Gladys Kazadi, vous vouliez intervenir. Oui, s'il vous plaît, parce que je voulais revenir sur ce que monsieur avait indiqué. Alors j'entends quand il dit que oui, ça concerne qu'une minorité de personnes qui sont réellement handicapées par cette mesure, mais en attendant, ce ne sont pas des personnes à mettre sur le côté et aussi à prendre en considération. Et puis ici, ce que moi je mets surtout en avant, c'est le manque de concertation en fait entre les autorités. On sentait bien, honnêtement, lors du Codeco, que M. Vervoort avait l'air un peu surpris quand la mesure a été annoncée concernant la Wallonie. Je n'ai pas été la seule, moi, en tant que politique, à l'avoir remarqué. Des citoyens l'ont aussi remarqué. Et c'est vrai que du coup, en termes d'adhésion à la population aux mesures qui sont prises et de se dire, ils se concertent, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, moi je peux comprendre que certains se posent des questions. On va passer à présent à notre sujet préféré des experts, c'est la mobilité. Alors Gladys Kazadi en a parlé, des embouteillages dans le futur tunnel Annie-Cordy. Eh bien, ça s'est passé jeudi, sur la petite ceinture. Il y avait des automobilistes en colère, des taximens en colère, des motards en colère. Ils ne sont pas contents sur la politique du gouvernement bruxellois en matière de mobilité. Arnaud Bruckner y était. Des moteurs qui vrombissent pour dénoncer la politique de mobilité du gouvernement bruxellois. Motards, taxis et automobilistes, ils étaient plusieurs centaines, notamment issus du groupe Facebook L'Automobiliste en a marre. La revendication est très simple, c'est un mot, c'est concertation. Nous voulons être autour d'une table avec le ministre de la Mobilité, le ministre-président, au moins, qu'enfin on puisse s'exprimer et qu'on nous écoute enfin. Au total, la manifestation a rassemblé 150 taxis, 80 motards et une cinquantaine d'automobilistes en colère. La vie devient invivable à Bruxelles, qu'on oublie les Bruxellois quelque part parce que dans nos quartiers, on ne sait plus se garer. Et quand on rentre le soir, on se demande si on ne va pas dormir dans sa voiture tellement on ne trouve pas de place. Et leur politique est complètement antisociale. Par exemple, à l'Aise, tous les gens qui n'ont pas les moyens, les étudiants, les petites familles, etc., qui ne peuvent s'acheter qu'une voiture d'occasion, ne vont pas trouver des hybrides d'occasion, des électriques d'occasion sur le marché pour 2-3 000 euros. Dans la ligne de mire également, le déploiement massif des pistes cyclables durant la crise, la zone de basse émission ou encore la généralisation de la zone 30. 30 km/h généralisée est une hérésie complète parce que ça a été fait n'importe comment. On n'a pas tenu compte du fait que les voitures ne sont pas du tout faites pour ça. Il faut revoir ça complètement. Autre organisateur de cette manifestation, la Fédération belge des taxis. Pour eux, ce sont des manques à gagner qu'on pointe du doigt. C'est tout simple, hein. Si on compare par exemple à Stip, ils ont une vitesse commerciale, c'est-à-dire ils ont un temps pour arriver, pour déplacer, c'est-à-dire les usagers d'un point A à un point B. Les taxis, supposons qu'ils font par exemple 2 courses ou 3 courses par heure, eh ben, ils vont en faire qu'une seule. Ce midi, des représentants des manifestants ont été reçus par Rudy Vervoort et Elke van den Brandt qui se sont dit ouverts au débat. Les manifestants, eux, sont sortis déçus de la réunion. Alors Béa Diallo, est-ce qu'il y a un problème avec les automobilistes à Bruxelles? Est-ce qu'ils sont mal vus du gouvernement bruxellois? Alors, je sais pas s'ils sont mal vus du gouvernement bruxellois ou pas, mais je sais juste une chose, c'est qu'il y a eu un accord de gouvernement, effectivement, sur la zone 30, qui est acquise. Et derrière ça, je crois que ce qui est important, c'est pouvoir dialoguer, échanger et concerter. Je crois que c'est vraiment, moi, c'est des mots qui, pour moi, sont essentiels. Parce que quand on met un projet en place, qu'il soit politique ou autre, il est important de dialoguer et effectivement de construire un projet avec ses citoyens. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des politiques qui fonctionnaient avant, d'autres politiques qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, parce que les citoyens se sentent effectivement concernés et ils veulent participer. Et pour qu'ils puissent adhérer à un projet, pour que cette zone 30, effectivement, soit quelque chose de pris par eux, accepté par eux et accompagné, je pense qu'il faut
un peu plus les impliquer. Dans l'espace public, on a l'impression qu'il y a des concurrences entre l'automobiliste, le cycliste, le piéton, la personne qui est en trottinette ou autre. Donc on ne peut pas donner raison à tout le monde. Donc c'est quel équilibre on doit trouver? Malheureusement, on ne peut pas donner raison à tout le monde, c'est vrai. Je trouve qu'il faut trouver le bon sens. Le bon sens doit l'emporter. Et aujourd'hui, on est dans une ville, effectivement... Moi, je suis arrivé en Belgique il y a un peu moins de 40 ans. Et quand je suis arrivé à Bruxelles de Paris, j'avais l'impression d'être dans un village. Et aujourd'hui, Bruxelles, effectivement, qui est devenue colossale en termes de mobilité, notamment, il y a un vrai souci. Et je trouve que les mesures qui sont prises et qui sont mises en place sont à encourager, notamment par rapport à la problématique de l'environnement, etc. Mais derrière cette dynamique-là, il faut aujourd'hui concerter et écouter aussi parfois ce que les citoyens ont envie effectivement de mettre en place et avec évidemment tout ce que ça peut comporter évidemment comme équilibre. On va peut-être entendre un autre son de cloche avec Gladys Kazadi, puisque son parti est dans l'opposition à la région bruxelloise. Quel est votre avis? Moi, mon avis, je rejoins sur un point, monsieur Diallo, c'est la question de la concertation. Mais la concertation, il faut l'avoir avec toutes les parties avant de prendre des mesures. Et ce n'est pas une fois qu'on décide des mesures qu'on se dit « Ah, on va concerter toutes les parties prenantes ». Il faut se mettre tout le monde autour de la table avant de prendre les mesures. Et ici, je pense malheureusement que c'est ce qui fait défaut à ce gouvernement. Et puis, au niveau de la politique de mobilité, je constate et je regrette qu'il y ait un certain dogmatisme anti-voiture. On est en train d'essayer d'opposer les différents modes de transport dans la communication et dans ses actions. Ici, je cite en particulier la ministre Elke van den Brandt. Elle agit sans concerter tous les acteurs. C'est seulement une partie des acteurs qui étaient concernés avant de prendre les mesures. Et je comprends que ça puisse être problématique, car on est ici totalement déconnecté des réalités que vivent certaines personnes. Après, j'entends la dynamique qui est de vouloir réduire les émissions de CO2. Pour rappel, la Belgique et Bruxelles en particulier, l'une des villes européennes où les gens sont le plus atteints de problèmes pulmonaires dus à la qualité de l'air. Et donc pour moi la santé c'est aussi quelque chose de très important. Donc j'ai entendu dans le reportage qu'on parlait de la LES. Pour moi la LES est une bonne mesure. Ce qui se passe ici actuellement, le problème c'est que le gouvernement n'est pas en train de tenir ses promesses, ne donne pas de timing à la population. Et donc ici les gens sont peut-être en train de faire des achats qu'ils ne sont pas censés faire et vont se retrouver dos au mur. Et c'est là qu'on va avoir une réelle précarité de la population. Pour être juste, la LES, elle a été mise en place notamment par une ministre CDH. Mais c'est pour ça que je dis crois que... Oui, mais vous demandez tous de la concertation et on espère bien en voir. On a concerté, il y a une concertation au niveau de la LES et on s'est tous mis d'accord sur un calendrier à tenir. Ici, nous, ce qu'on dénonce, c'est le fait que les mesures soient prises, ici, concernant la zone 30, etc. C'est sans concertation que ça a été pris. Là, je vais revenir sur un autre sujet qui est lié à la manifestation automobile aussi. C'est le cas de la guerre, si on peut dire, taxi versus Uber Eats. On décide de mettre d'un coup, en pleine crise, une ordonnance en application, alors qu'on sait que les gens sont dans des situations difficiles et alors qu'on ne concerte qu'un seul secteur, à savoir les secteurs des taxis. On termine l'émission avec les coups de cœur. Nicolas, vous vouliez parler d'un événement qui est peut-être passé inaperçu, mais il y a le printemps qui revient et avec le printemps, ces grèves et ces manifestations. Eh bien voilà, Jean-Jacques, on se plaint beaucoup depuis des semaines et des mois de ne pas avoir de perspective, des couvre-feux, des masques, des vaccins qui foirent, etc. En voilà une de perspective. On n'avait pas entendu presque pas les syndicats ces derniers mois. S'ils avaient été véritablement, et moi démocratiquement je trouve que c'est un problème, on les avait pas mal silenciés. Pour partie d'ailleurs parce qu'ils étaient fort occupés, ce sera un dossier dans l'Express de la semaine prochaine, à s'occuper de la crise dans les entreprises et puis avec tout le chômage, le nombre salarial etc. Et donc maintenant, les syndicats ressortent comme des oiseaux, des hirondelles qui annoncent le printemps. Ils reviennent, on discute, on négocie un accord interprofessionnel. Sur le fond, chacun a ses positions, mais je trouve que ça fait du bien de voir que dans l'espace public, on va reparler de politique, on remanifeste, on se remet en grève. Ça veut dire quand même que le bout du tunnel n'est pas loin, les gars. Oui, c'est la fin du Covid, c'est ça. Voilà. Ouais. Sylvie, vous vouliez parler d'un livre de poche qui vient de sortir. Oui, c'est un livre
qui, il y a quelques années, dans sa première version, c'est Les éblouissements de Pierre Mertens, qui a eu le prix Médicis en 87. Et c'est un livre très important, parce que c'est un livre, finalement, qui nous montre comment un grand intellectuel, un grand poète, s'est laissé séduire par les sirènes du nazisme, alors qu'au fond, dans toute son œuvre, c'est l'inverse qu'il prône. Et Pierre Mertens, mais c'est pas dans ceux de Gottfried Benn, qui a d'ailleurs vécu à Bruxelles pendant la Première Guerre mondiale, qui était un médecin et poète. Et on est vraiment happé dans un livre qui, pour moi, est vraiment un livre majeur du XXe siècle. Et c'est une très, très bonne idée de ressortir en poche dans cette très belle édition avec notre ami Rembrandt en couverture. Et je vous propose de vous laisser éblouir par les éblouissements de Pierre Mertens aux éditions Point Seuil. Pour ma part, moi, je voudrais vous parler d'un roman graphique qui évoque un auteur-compositeur talentueux disparu il y a 4 ans. Le Québécois Philippe Girard rend hommage au Canadien Léonard Cohen, l'épopée d'un poète-chanteur à la voix très grave et à sa vie sur un fil entre les femmes, la drogue, la religion et la musique. On y croise le Velvet Underground, Janis Joplin, Jeff Buckley et Carole Laure. Ça s'appelle Sur un fil et c'est aux éditions Casterman. Alors Béa Diallo, est-ce qu'il y a un conseil un peu sportif pour ce week-end? Courir dans les bois ou autour peut-être des étangs d'Ixelles? Moi, je cours tous les jours au bois. C'est quelque chose d'important évidemment pour... je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, l'esprit pour être bien dans son corps et dans sa tête. Mais je voulais juste parler d'une chose que j'ai vue dans l'actualité cette semaine. C'est dans un village en Afrique, je crois que ça devait être au Kenya, je pense, où on a pêché un poisson qui valait 2,1 millions d'euros. 26 000 euros le kilo de poisson. Oula. Et le pêcheur a pêché ce poisson et ils l'ont mangé dans le village. Et donc après, on a vu effectivement que ce poisson valait vraiment beaucoup d'argent. Oui, et finalement, c'est pour dire que cette notion justement d'argent, parfois, dans l'innocence, c'est quand on n'en a pas, eh ben, on peut effectivement manger des choses avec beaucoup de plaisir, sans nécessairement mettre la dimension de l'argent derrière. Gladys Cassady, vous avez, vous, un conseil aussi à donner, quelque chose à faire ce week-end? Moi, le conseil que je donnerais, c'est pour un peu rompre l'isolement. Donc, je conseille aux gens de pouvoir, s'ils le peuvent, appeler leurs proches pour prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils se portent. Parce qu'en ces temps difficiles, je pense que c'est très important de pouvoir garder le contact avec ses proches. On est tous bien d'accord. Merci à tous les deux. Je rappelle que le livre de Béa Diallo, qui s'appelle Du ring de boxe à l'engagement citoyen, c'est son itinéraire de boxeur, est paru aux éditions La Boîte à Pandore. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Experts.